Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Comme chaque matin, Carl Sudor sort de sa modeste cabane et se dirige vers la pointe de l'île où est amarré son bateau. Maigre, un peu voûté, la moitié du visage affreusement mutilé, il fait quelques pas en direction de la plage. Et puis, comme chaque matin, il fait brusquement demi-tour. Il traverse le bout de terrain qui entoure sa maison, écarte quelques arbustes, quelques palmiers nains, et puis il s'arrête. Et là, il contemple 15 mètres de rails rouillés, enfouis sous les ronces et les feuillages. Pendant de longues minutes, Carl Sudor reste là, immobile, comme fasciné. Et depuis 15 ans, il effectue le même manège. Un rite. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, le 5 septembre 1935, Carl a été le témoin d'une tragédie qui ne s'effacera jamais de sa mémoire. Le 5 septembre 1935, Carl Sudor et son ami le Gros Louis sont heureux. À Isla Marada, dans les Matecumbes, l'un des archipels des Caes, ce chapelet de petites îles qui prolonge la péninsule de Floride, ces jours de congé, tout simplement, en l'honneur de la fête du travail. Les ouvriers du chantier jouent au baseball, au dé, ou font la sieste dans les dortoirs du camp. Carl Sudor et Louis, eux, ont préféré gagner le large sur leur petit bateau et se livrer à leur sport favori, la pêche. La mer est calme, la température idéalement douce, mais, soudain, Carl est inquiet. Louis. Quoi? Il se passe quelque chose d'anormal. Louis est un costaud, chef de baraque des ouvriers noirs, rien ne l'émeut. Sauf à cet instant, le visage crispé de son ami Carl. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe d'anormal ?» D'abord, depuis plus de 3 heures qu'on pêche, on n'a pas senti la moindre touche. Ah, il y a des jours comme ça. Oui, mais... Regarde. On est en plein midi. Le soleil est entouré d'un halo. Et l'air est comme immobile. Louis inspecte l'horizon, il remarque que des nuages se forment, se heurtent et s'éparpillent dans toutes les directions. Il comprend. T'as raison, Carl. On va avoir un grain sévère. Les deux hommes regagnent la rive à la hâte, ils arriment solidement leur bateau et rejoignent leurs compagnons du chantier. En quelques minutes, le ciel est devenu d'un gris métallique, déchiré de reflets rouges. La mer bouillonne, le vent fraîchit. Carl Sudor grommelle « On va déguster. C'est vraiment pas de peau d'avoir ce temps de cochon un jour de congé. » Ce jour de congé, en effet, ce jour qui n'était destiné qu'à la joie, va se transformer brutalement en d'interminables heures d'épouvante. Et Carl Sudor, à partir de ce 5 septembre 1935, ne connaîtra plus jamais la signification du mot « repos ». Le vent souffle déjà à plus de 110 km/h. Les ouvriers réfugiés dans le réfectoire aperçoivent une silhouette en surroi jaune qui lutte contre les rafales et s'efforce, tête en avant, d'atteindre le bâtiment. Il s'agit d'Harry Pinney, le télégraphiste de la gare. Il annonce aux hommes consternés « Je viens de recevoir de Miami un avis signalant un ouragan particulièrement violent qui se dirige sur nous. » Carl Sudor ne veut pas effrayer ses camarades, mais il ne peut s'empêcher de dire « Mais Harry, l'île dépasse à peine le niveau de la mer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Harry Pinney répond « L'évacuer. La compagnie des chemins de fer de l'Est de la Floride forme un train de secours. Alors ne vous inquiétez pas, il arrivera à temps. » À Miami, un convoi démarre. Une locomotive, un tender, 6 wagons de voyageurs, 2 fourgons à bagages, 3 wagons de marchandises. Mais le baromètre baisse rapidement, dangereusement.
À Isla Marada, l'île menacée, Karl Sudor a pris les opérations en main. Aidé par son ami le Gros Louis et par Harry Pinet, le télégraphiste, il déborde d'énergie et du désir de survivre, de protéger tous ceux dont les visages lui sont familiers. Le vent atteint maintenant la vitesse de 190 km/h. Bientôt, près de 1000 personnes, hommes, femmes, enfants, serrant dans leurs bras tout ce qu'ils ont pu emporter, s'entassent dans la gare. Car il va bien arriver, ce train. La compagnie des chemins de fer a fait le nécessaire. Mais, si la bonne volonté propose, les éléments déchaînés disposent. Le train de secours, ce train qu'on appelle chemin de fer sur la mer, s'apprête à traverser les 29 îles reliées par une série de ponts et de viaducs en pierre. L'un de ces ponts, le Seven Miles Bridge, franchit un bras de mer de 11 km. Mais un gros câble, balayé par le vent, s'emmêle dans les roues de la motrice et 40 minutes sont nécessaires aux cheminots pour le dégager. Aussitôt, à Isla Marada, le bruit court que cette avarie condamne toute la population des Matecumbes désormais isolée à être submergée par la montée des eaux. Le vent arrache les tuiles du toit de la gare, puis les poutres de la charpente. Les hommes les plus courageux, à l'aide de cordages, de draps, de lianes, attachent leur corps à celui de leurs femmes, de leurs enfants. Ils grimpent aux arbres, s'y amarrent le plus haut possible. Les autres, leurs cris sont emportés par le fracas des vagues qui déferlent sur la voie ferrée, qui n'est guère située qu'à plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, pour ne pas être balayés, emportés par les lames, certains s'attachent aux rails. Le vent charrie des branches de palmiers, des débris de maisons. La pluie ne tombe pas, elle frappe, à l'horizontale, en coup de fouet. Les fenêtres sont arrachées. Des pans de murs s'écroulent. Désespérément, des bras et des jambes, Karl Sudor s'accroche à un poteau télégraphique. À quelques mètres de lui, le Gros Louis parvient à se hisser dans les branches d'un arbre gigantesque et s'y cramponne. Karl, au prix d'un effort surhumain, grimpe au sommet de son poteau. Il réussit à attraper les fils arrachés qui claquent dans le vide. Il les enroule autour de sa poitrine, s'enchaîne à ce mât qui le maintient au-dessus des eaux mugissantes. Maintenant, le vent saccage l'île à une vitesse de 320 km/h. Karl et Louis, séparés par ce qui ressemble à la fin du monde, échangent un regard de désespoir. Karl Sudor hurle « Mais ce train, bon Dieu, ce train! Qu'il arrive! Qu'il arrive !» Et oui, il arrive, le train, brusquement, dans un fracas de tonnerre. Un fracas qui domine celui de la mer en convulsion, du vent assourdissant et de la pluie qui croule par paquets. Un train fou. Et Karl le voit, propulsé par la tempête comme un boulet de canon. Il voit le train traverser, dépasser la gare. Il voit aussi des dizaines de malheureux qui se sont accrochés au rail pour échapper à la mort, décapités par les roues. Aveuglés par le rideau de vent, de pluie, d'écume qui rend le paysage opaque, les mécaniciens ne sont plus maîtres de leur machine. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils traversent la station d'Isla Marada. Karl Sudor et le Gros Louis éclatent en sanglots. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux est d'une horreur indescriptible. Des corps déchiquetés, coupés en deux, partout. Vers 20h30, le train revient en gare. Il a vaincu l'ouragan. Mais au moment où les hommes, les femmes et les enfants se battent pour monter dans ce train, une muraille d'eau de mer surgit des profondeurs et s'abat sur ce qui est déjà une scène de cauchemar. Karl Sudor, atterré, impuissant, balbutie. Et moi, je suis vivant. Il se retourne vers l'arbre auquel s'était grippé son ami le Gros Louis. Il appelle « Louis !» L'arbre a disparu. Les maisons, les rues, le paysage a disparu. 288 ouvriers et plus de 350 habitants de l'île ont péri. Et puis, l'air redevient serein et les étoiles scintillent dans le ciel. Aux premières lueurs de l'aube, on mesure toute l'étendue du désastre. Karl Sudor marche au milieu de ce qui, hier encore, était un paradis sous le soleil de la Floride. Mais il ne cesse de répéter « C'est pire que tout ce que j'ai pu voir pendant la guerre. Bien pire. Ce train, je n'oublierai jamais. »
Le destin du chemin de fer sur la mer était de périr en mer. Il ne fut jamais reconstruit. Les rails étaient arrachés, et le ballast, les ponts, les viaducs, servirent à la construction d'une autoroute qui unit les 29 îles des Caïs. En ce jour fatal de 1935, les Matecumbes ont bien mérité leur nom car en espagnol, il signifie « tueur d'hommes ». La plupart des survivants quittèrent le pays pour ne plus jamais y revenir. Carl Sudor, lui, y resta. Pas par goût morbide, mais parce qu'il partait du principe que partout dans le monde, hélas, un jour ou l'autre, un cataclysme se déclenche, alors ici ou ailleurs, et ici, sur son île, il était chez lui. Après la Seconde Guerre mondiale, il a acheté au surplus de la marine une péniche qu'il a transformée en bateau de pêche pour louer ses services aux estivants. Et il est devenu très vite populaire. Non seulement parce qu'il connaît les moindres recoins où le poisson pullule, mais parce qu'entre deux belles prises, il raconte volontiers l'histoire de l'ouragan de 1935 et de ses conséquences. Ça a été terrible, plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Vous croyez, vous qui venez du continent, qu'ici, il ne reste plus que l'autoroute et les voitures à la place de la voie ferrée et du train, hein? Ce train qui a traversé la gare, qui a écrabouillé tout le monde. Karl s'interrompt. Les images d'horreur à nouveau ressurgissent. Les touristes, ils veulent en savoir davantage, curiosité malsaine, mais humaine, la recherche du frisson. Alors Karl, non pas pour les contenter, mais pour les avertir, dit encore « Le train est toujours là ? Si. Pendant certaines nuits de tempête, on l'entend siffler au loin. Et ici, on tend bien l'oreille. On entend même le bruit des roues sur les rails. Les rails, il y en a plus. C'est ce que prétend la compagnie des chemins de fer. Elle dit que toutes les voies ont été démontées, mais moi, je connais un endroit où il en reste encore une quinzaine de mètres. Oh, les traverses sont pourries, les éclisses desserrées et les rails rouillés, mais ils sont là. Encore là, j'en suis sûr. Ils sont dans les broussailles, au fond de mon bout de terrain. Et tous les matins, je les regarde. Venez voir si vous ne me croyez pas, venez. Amusé, quelques touristes le suivent, constatent effectivement la présence de ces 15 mètres de rails. Mais ils remarquent également les ronces, les racines, les broussailles qui les recouvrent. Et vous prétendez que le train passe ici de temps en temps? Oui. Mais alors pourquoi toute cette végétation? Tout devrait être dégagé, écrasé, nettoyé. Karl Sudor se contente de répondre. Oh, sous ce climat, vous savez, tout repousse très vite. Personne ne le prend au sérieux, ni les touristes, ni les habitants des Matecumbes. Ah, Karl et son train fantôme. Il a trouvé ce truc-là pour attirer la clientèle. On dit de lui qu'il est certes le roi des pêcheurs, mais aussi le roi des menteurs. On l'aime bien, donc on excuse ses divagations. En octobre 1950, Karl est victime d'un très grave accident. Un filin trop tendu arrache l'anneau de la proue d'un bateau qui transforme tout le côté gauche de la figure de Karl à l'état de bouillie sanglante. Plus question pour lui d'emmener les touristes à la pêche. Il gagne sa vie en vendant ses poissons et ses fruits de mer aux restaurants qui se multiplient le long de l'autoroute. De mois en mois, il mène une existence de plus en plus recluse, de plus en plus solitaire. Le seul homme à conserver avec lui des rapports autres que commerciaux est Harry Pinet, l'ancien télégraphiste de la gare. Il a pris sa retraite et tient à présent un petit magasin d'articles de pêche. Karl et Harry passent la plupart de leurs soirées ensemble. Le sujet de leur conversation, la politique, le temps, la pêche, et bien entendu, le grand ouragan de 1935. Harry hausse les épaules, Karl insiste. « Tu peux rigoler, Harry. Tu me prends pour un fou, je sais. Mais le train passe encore. Chaque fois qu'il y a une tempête sur l'île, le train passe, derrière ma cabane. Si tu ne me crois pas la prochaine fois qu'il y aura un grain, viens chez moi. Tu l'entendras, toi aussi. » Harry Pinet a pitié de son vieux camarade. Il sait ce qu'il a vu en 1935, le 5 septembre, il se souvient. Mais il est persuadé que cette catastrophe a tellement marqué Karl Sudor qu'elle s'est transformée en obsession, en névrose. Et pourtant, il se trompe. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Un soir de décembre, Sudor et Pinet font une partie de poker dans l'arrière-boutique de l'ancien télégraphiste. La pluie se met à tomber, drue.
Le vent hurle. Pinet regarde son jeu. Pas même une paire. Karl Sudor écarte lentement ses cartes et sourit. As de trèfle, as de pique, 8 de trèfle, 8 de pique. Alors, sans même jeter un œil sur sa 5e carte, il referme son jeu et prend son ciré. Je ferais bien d'aller voir chez moi si mon bateau est bien amarré, je serais plus tranquille. Je reviens tout de suite. Mais regarde pas mon jeu, hein? Et puis tiens, je préfère l'emporter, c'est plus sûr. Harry Pinet se vexe. La confiance règne? Karl répond désenchanté. Bon, la confiance, tu sais. Personne ne croit en moi. Pourquoi? Est-ce que je devrais croire aux autres? Et il sort. Quelques instants plus tard, la porte se rouvre brusquement. Karl Sudor s'écrie « Harry! Le train! Je l'entends! Il arrive !» Harry pousse un soupir agacé, mais Karl le saisit par le bras, le traîne dehors. « Tu entends, Harry, tu entends ?» « Oui, Karl, j'entends le vent, la pluie, la tempête. » Sudor se met à crier « C'est pas le vent, c'est pas la pluie, le sifflet du train, comme dans le temps, 35. Tu n'entends pas? Le ronflement de la locomotive, les roues sur les rails. » Harry secoue la tête. Le vent et la pluie, Karl, rien d'autre. Il n'y a pas de train, il ne peut pas y avoir de train. Et Harry rentre chez lui, tandis que Karl s'enfonce dans la nuit. Le lendemain, le ciel est clair. Tout est redevenu normal. Pourtant, une étrange atmosphère pèse sur l'île. Les habitants sentent qu'il s'est passé quelque chose. Harry Pinet est le premier à s'apercevoir qu'il n'a pas vu Karl Sudor de toute la journée. Et puis, il n'est même pas revenu terminer sa partie de poker. Harry saute dans sa camionnette, se rend chez Karl. La cabane est vide. Harry en fait le tour. Aucune trace de son vieil ami. Sur la plage, le bateau de Karl est là, en bon état. Alors inquiet, désemparé, Harry Pinet fait appel à Joe Fleming, le lieutenant de police. Les deux hommes inspectent minutieusement la maison, le terrain, et tout à coup, Harry remarque au pied d'un bosquet de palmiers nains un rectangle blanc. Il se baisse et ramasse une des cartes que Sudor avait emportées la veille. Quelques mètres plus loin, une autre carte, puis une autre encore, toutes disposées sur le sol, comme si elles avaient été placées volontairement pour indiquer une piste. Harry Pinet appelle Joe Fleming. « Joe, j'ai trouvé quelque chose. » Tandis que le policier écarte les broussailles pour le rejoindre, Harry regarde les cartes qu'il a en main. As de trèfle, as de pique, 8 de trèfle, 8 de pique, plus un valet de carreau. Le jeu du mort, selon la légende. Le jeu d'un avocat nommé Billy Cock abattu dans l'ouest d'une balle dans le dos, aux temps héroïques, avec ses 5 mêmes cartes. Harry Pinet est tiré de ses réflexions par la voix de Joe Fleming. « Harry, viens vite !» Pinet traverse le bosquet de palmiers. « Regarde, dit le policier. Regarde les rails. » Harry se met à genoux. Touche les longues tiges de métal. « Mais Joe, la rouille. Il n'y a plus de rouille. Plus de ronces. Comme si le train venait de passer. » Il se retourne pour voir pourquoi le policier ne vient pas regarder avec lui. Joe Fleming est debout entre les rails, bouche bée, pétrifié, livide. Harry s'approche à son tour. Il se fige. Le corps de Karl Sudor est là, coupé en deux, les deux moitiés séparées par un rail. Pinet se cache le visage dans les mains. « Mon Dieu, dit-il. Mon Dieu. » Alors son histoire de train, c'était donc vrai. Légende ou réalité? C'est sans doute la question que vous vous posez, chers amis. Mais le rapport du lieutenant de police Joe Fleming est formel. Il est encore inscrit sur les registres d'Isla Marada. Et voilà ce qu'on peut lire. J'ai retrouvé le corps de Karl Sudor coupé en deux sur un rail absolument lisse à l'acier luisant,
Un bout de voie de chemin de fer pareil à ceux sur lesquels les trains ne cessent de passer. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. De toutes les raisons qu'ont les hommes de supprimer leurs semblables, une des plus difficiles à établir est certainement la haine. Car on peut toujours parvenir à démontrer l'existence de l'intérêt, de la passion, de la peur, de la vengeance. Ce sont là des mobiles qui laissent des traces. Mais la haine est généralement impalpable. Il arrive pourtant qu'elle devienne si lourde qu'on croirait la toucher. On a le sentiment qu'elle épaissit jusqu'à l'air que l'on respire. Rien d'étonnant alors si elle arme les fusils de chasse, si, un soir de malheur, des coups de feu éclatent dans la nuit des campagnes. Reste à savoir pourquoi les coups de feu, pourquoi les fusils, pourquoi la haine. La réponse, là aussi, varie d'un drame à l'autre. Nous connaissons tous des êtres qui, par leur discours ou leur comportement, ont fait naître des haines profondes et fatales. Dans le cas du châtelain de Chamblin, on a du mal à comprendre. Rien dans son caractère ni dans sa conduite ne semblait devoir déterminer un tragique destin. Et pourtant, un soir, des coups de feu ont bel et bien déchiré la nuit. En 1835, au Puy, dans la Haute-Loire, Louis Villardin de Marcellange épouse Théodora de la Roche-Négly de Chamblat. Le jeune marié, âgé de 28 ans, appartient à une famille honorable, mais pas très aristocratique, de Moulins. En revanche, la jeune épouse porte un des noms les plus glorieux d'Auvergne. S'agit-il vraiment d'une mésalliance ? Peut-être, on ne sait pas grand-chose sur Théodora de Chamblat. La chronique rapporte seulement qu'elle n'est plus jeune, et je cite, « qu'elle n'a point reçu de la nature les grâces, même les plus vulgaires, de son sexe. » Plus jeune en 1835, pour qualifier une jeune mariée, cela ne signifie pas grand-chose. Elle peut fort bien avoir 25 ans, par exemple. Elle peut aussi bien sûr être un peu plus âgée que son mari. Quant aux grâces qu'elle n'a point reçues de la nature, que veut dire le chroniqueur anonyme en ajoutant même les plus vulgaires ? Retenons simplement que Louis de Marcellange a probablement passé sur l'absence de charme de sa future épouse pour entrer dans une famille plus reluisante et plus fortunée que la sienne. Monsieur de Chamblat, le beau-père, a de la sympathie pour son gendre. Il est décidé à aider les jeunes ménages. Il lui loue le château et le beau domaine de Chamblat, situé à quelques kilomètres du Puy, pour une somme tout à fait modeste. Voilà Louis de Marcellange, devenu châtelain. Il prend son rôle très au sérieux et assure effectivement la direction du domaine. Il n'a pas de mal à se faire accepter par tous, il est courtois, actif. Il n'a pas l'attitude hautaine d'un jeune aristocrate élevé dans la morgue et l'oisiveté, bien au contraire, avant son mariage, il a occupé pendant un temps un emploi aux contributions directes et en a retiré des notions assez précises de droit, de gestion et de comptabilité. Ainsi, tout le monde, son beau-père en tête, se félicite de sa présence à Chamblat. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. Un homme déteste Louis de Marcellange, il s'appelle Jacques Besson. Ancien valet de ferme, habile, rusé, ambitieux, il a su gagner la confiance des propriétaires. Monsieur de Chamblat est un homme charmant, mais faible
et peu actif. Il n'a pas beaucoup de goût pour les travaux agricoles. Petit à petit, il a confié la gestion de ses propriétés à Besson. Voici l'ancien valet de ferme, intendant du domaine. Il faudrait presque dire, étant donné son caractère dominateur, maître absolu du domaine. Absolu mais fragile. L'arrivée de Louis de Marcellange, au bras de la fille des propriétaires, remet tout en question. Décidé à s'occuper personnellement du domaine, Louis renvoie Besson à des occupations plus modestes. Il déclenche ainsi une haine qui ne se démentira plus jamais. Sur ces entrefaites, M. de Chamblas rend le dernier soupir après une brève mais cruelle maladie. Louis de Marcellange propose à sa belle-mère de venir vivre à Chamblas. Elle accepte. Mais il est clair qu'elle n'y restera pas. Madame de Chamblas, jusqu'à la mort de son mari, habitait Lyon, où elle fréquentait la société la plus huppée de la ville, vivait dans le luxe et les fêtes. L'installation à Chamblas d'une femme aussi mondaine est un véritable enterrement. Mais ce n'est pas tout. Madame de Chamblas n'a jamais aimé son gendre. Elle lui reproche la modestie de sa noblesse. Elle n'a que mépris pour un jeune homme qui a gratté du papier dans un bureau des contributions. Elle n'aurait jamais accepté le mariage de sa fille si M. de Chamblas ne lui avait démontré qu'il s'agissait là d'un parti inespéré. Où Théodora épouse Louis de Marcellange, où elle n'épousera personne, cher ami. N'épouser personne pour une Laroche-Négly de Chamblas, c'était évidemment inacceptable. Mais au fond, maintenant que ce petit jeune homme a joué son rôle, maintenant que Théodora n'est plus une laissée pour compte, pourquoi ne pas se débarrasser d'un gendre détesté? C'est vrai. Théodora a conquis ses galants de femme respectable. Elle a pondu un petit garçon. Un second est en route. Il est temps d'écarter le mari encombrant. Madame de Chamblas va s'installer au puits. Bien entendu, elle emmène sa fille. Son gendre vient lui aussi, mais on lui fait vite comprendre qu'il est de trop dans cette maison. On le relègue dans une petite chambre à l'écart. On refuse la présence de ses domestiques. Mieux, voici que Théodora introduit une demande en séparation de biens. Louis de Marcellange quitte le puits. Il revient à Chamblas où il se sent chez lui. Il revient seul, naturellement. Un second petit garçon naît chez les dames de Chamblas. Louis ne le connaîtra pratiquement pas. Il a quitté le champ de bataille. Il cède le terrain. Mais il ne cède pas Chamblas. Il s'oppose à la séparation de biens qui le chasserait de ces lieux auxquels il est désormais si fortement attaché. Il plaide, obtient gain de cause en juin 1839. Cette bataille, les dames de Chamblas l'ont perdue. Elles ne renoncent pas pour autant, bien au contraire. Le premier des deux fils meurt. Le chagrin ne modifie pas l'attitude des deux femmes. Aucun geste de réconciliation n'est à espérer. Bien plus, quelques mois plus tard, quand le deuxième enfant meurt à son tour, elles ne préviennent même pas son père. La situation paraît définitivement bloquée. Pourtant, il n'en est rien. Il a beau aimer Chamblas, Louis a du mal à supporter l'atmosphère de tristesse et de tension qui pèse sur sa vie quotidienne. Il a une sœur et un frère qui habitent toujours Moulins. Alors il décide de les rejoindre, de regagner sa ville natale, de retrouver ses parents, ses amis de jeunesse. Il met ses affaires en ordre, prépare ses bagages, fixe le jour de son départ. Le 2 septembre 1840, il prendra la route et dira un adieu peut-être définitif à cette maison où il a connu quelques moments d'enthousiasme et de longues heures de découragement. La veille de son départ, la soirée se déroule comme à l'accoutumée. On mène une vie patriarcale à Chamblas. Après le souper, le maître, les valets de ferme et les domestiques veillent en commun dans la grande salle du rez-de-chaussée. Comme un vent froid descend des hauteurs du Velay, on a mis une grosse souche dans l'âtre et l'on a soufflé sur les braises. Louis de Marcellange s'est assis à sa place habituelle, le dos tourné vers la fenêtre. Oui, la soirée pourrait se dérouler comme à l'accoutumée, seulement voilée par la mélancolie du départ proche. Mais quelque chose se produit tout d'un coup, qui l'a fait basculer dans le drame. Brusquement, une grande lueur illumine la fenêtre devant laquelle Louis de Marcellange est assis. Des carreaux volent en éclats, une explosion fait trembler les murs. Le maître de maison tombe, la tête en avant, parmi les bûches du foyer. On se précipite vers lui, on le relève. Du sang coule de sa bouche. Il est déjà trop tard. Louis de Marcellange a été tué net d'un seul coup de fusil. Dès le lendemain, la justice commence son enquête. Une enquête qui durera longtemps, qui fera comparaître plus de 500 témoins, qui arrêtera successivement 6 suspects,
qui aura beaucoup de mal à obtenir les informations les plus élémentaires. Dans cette région encore reculée, les gens sont méfiants, secrets, ils ne savent rien, ils n'ont rien vu, ils ne veulent rien dire. Un des rares points positifs marqués par l'enquête concerne l'étrange silence du chien de garde le soir du crime. Il conviendra sans doute de concentrer les recherches sur les familiers du domaine de Chamblat. Soudain, une piste nouvelle semble se faire jour. La sœur de Louis de Marcellange, Madame de Tarade, celle qu'il devait rejoindre à Moulins le 2 septembre, connaît fort bien le préfet de l'Allier. Bien avant d'apprendre le crime, car les nouvelles ne vont pas vite en 1840 dans le Massif central, elle s'inquiète de ne pas voir arriver son frère et fait part de ses craintes au préfet. Elle est parfaitement au courant de la haine témoignée au jeune châtelain par sa femme et sa belle-mère. Louis lui aurait confié un jour de désespoir « Si je meurs assassiné, ne cherchez pas trop loin les coupables et vengez-moi ». Quand l'enquête semble s'enliser dans d'obscures histoires de jalousie locale, le préfet de l'Allier fait part des révélations de Madame de Tarade au procureur du roi. Il n'oublie pas d'attirer son attention sur le fait que la victime avait l'intention de quitter Chamblat le lendemain du crime et que l'on semble avoir profité pour l'assassiner de ses derniers moments de solitude campagnarde. Pendant ce temps, la gendarmerie recueille d'autres éléments. Par exemple, elle apprend que depuis plusieurs mois, un jeune berger de Chamblat, André Arzac, a prédit à différentes reprises le meurtre de Louis de Marcellange, que depuis le soir du crime, le même André Arzac, décidément trop bavard, déclare volontiers « Moi, je sais une chose énorme ». Ce qui ne l'empêche pas d'ajouter vertueusement, dès qu'on lui réclame des détails, « Non, non, quand on me couperait le cou, je dirais rien ». Mais il en a déjà trop dit. Un domestique du domaine observe qu'André Arzac connaît bien les chiens de la maison. Il ne lui était pas difficile d'écarter le plus dangereux ou de lui faire garder le silence. Peu ou prou, tout de même, les différentes pistes conduisent à Jacques Besson, l'ancien régisseur du domaine évincé par l'arrivée du jeune époux de Théodora de Chamblat. On le met en état d'arrestation. Presque immédiatement, toute une série de témoignages concordent pour l'accabler. Les uns affirment qu'il s'est vanté d'avoir la peau de son nouveau maître, d'autres prétendent l'avoir vu rôder le soir du crime dans les environs de Chamblat, un fusil mal dissimulé sous sa longue blouse. L'instruction commence, elle durera longtemps. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. À première vue, les choses paraissent simples. La plupart des témoignages s'accordent à voir en Besson, l'ancien régisseur du domaine de Chamblat, un personnage des plus suspects. Ce qui complique la tâche des magistrats, c'est que ce suspect a un alibi, et un alibi des plus solides. Jour du meurtre, je relevais à peine d'une variole, j'étais bien incapable de faire à pied les 7 kilomètres qui séparent le puits du domaine de Chamblat. D'ailleurs, je suis logé par mesdames de Chamblat et celles-ci témoigneront de ma présence chez elles au moment du crime. Effectivement, la justice enregistre ces témoignages. Ils émaneraient de 2 personnes quelconques, on ne manquerait pas de les tenir pour douteux, on y verrait peut-être même le signe d'une complicité. Mais ces témoignages sont apportés par la femme et la belle-mère de la victime. Ah, on sait bien que ces dames n'avaient aucune sorte d'affection pour Louis de Marcellange, mais de là à les soupçonner de complicité avec son assassin, il y a un pas que le magistrat le plus pointilleux hésite à franchir. Si bien que l'instruction de l'affaire s'éternise. Il faut 19 mois pour qu'elle soit close. Enfin, le juge envoie Jacques Besson devant la cour d'assises du Puy. Le meurtre de Louis de Marcellange donne lieu à 4 procès successifs, rassurez-vous. Je ne vous les raconterai pas en détail, d'ailleurs ce serait inutile, car leur examen attentif révèle d'innombrables redites. Le premier procès s'ouvre le 4 mars 1842, au Puy-en-Velay. Il faut en retenir seulement 3 éléments. Primo, André Arzac, l'ami de Jacques Besson et peut-être son complice, cité comme témoin, se montre à la fois d'une telle insolence et d'une telle mauvaise foi que la cour s'en émeut. Convaincu de mensonge, il est arrêté pour faux témoignage. De son côté, Besson récuse les juges du Puy en suspicion légitime. Vous savez sans doute ce que cela signifie. Un accusé a le droit de refuser d'être jugé par un tribunal et un jury de sa propre région dès l'instant qu'il estime que ces juges risquent d'être influencés par leurs proches ou même tout simplement par une opinion publique plus passionnée. On renvoie donc Besson devant une autre cour. Deuxième procès, celui d'André Arzac. Le berger, comparé devant la cour d'assises du Puy,
Non seulement l'accusation de faux témoignage que l'on a portée contre lui est confirmée, mais encore sa complicité avec Besson dans le meurtre de Louis de Marcellange ne fait désormais plus aucun doute. Il est finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Ce deuxième procès a tout de même apporté un fait nouveau. On apprend que Théodora de Marcellange, la propre femme de la victime, a eu d'étranges attentions pour Arzac et Besson. Elle a hébergé l'un chez elle alors même que la justice le poursuivait. Elle a fait apporter à l'autre dans sa prison une literie confortable et des repas plus délicats que ceux de l'administration pénitentiaire. On commence à trouver curieux le comportement de ces 6 grandes dames qui n'avaient que mépris pour la petite noblesse de Louis de Marcellange et qui n'hésitent pas à entourer de soins son assassin présumé. Si bien que le 3e procès s'ouvre dans une atmosphère de fièvre le 22 août 1842. Jacques Besson comparaît devant la cour d'assises de Riom, dans le Puy-de-Dôme. On refait avec lui son emploi du temps. L'accusé prétend s'être promené avec un ami dans l'après-midi du jour fatal, puis être rentré chez les dames de Chambla vers 4 ou 5 heures et n'être plus sorti. Cette affirmation est de nouveau contredite par un témoin, Louis Reynaud, qui déclare qu'il a rencontré Besson le même après-midi dans les bois qui entouraient Chambla et avec un fusil à la main. Quelqu'un tranchera-t-il entre ces deux affirmations contradictoires ? Peut-être, car cette fois les dames de Chambla sont appelées à témoigner. Effectivement, elles appuient les dires de Besson, mais avec prudence. Il s'est couché à 8 heures ce soir-là. Mais l'avez-vous vu ? Non, nous étions sortis chez l'une de nos connaissances, et nous ne sommes rentrés nous-mêmes que vers 9 heures. D'autre part, des voisins affirment qu'ils ont entendu quelqu'un rentrer précipitamment chez les dames de Chambla vers minuit. Bien entendu, celles-ci dormaient, elles ne se sont aperçues de rien. Mais on pourrait peut-être obtenir le témoignage d'une nouvelle personne, celle qui a dû ouvrir la porte, Marie Boudon, la femme de chambre. Bah oui, mais personne ne sait où se trouve Marie Boudon. Peu de temps auparavant, Madame de Chambla l'a emmenée avec elle, au zoo, à Aix, et il voyait comme les choses sont bizarres, elle l'a laissée là-bas. Elle ne saurait dire pourquoi. La vieille dame de Chambla vient de perdre la partie. L'ambiguïté de son attitude retombe sur la tête de l'accusé. Le 27 août 1842, Jacques Besson est condamné à mort. Il se pourvoit en cassation et obtient d'être à nouveau jugé. Le 14 décembre 1842, le rideau se lève devant la cour d'assises de Lyon pour le 4e acte de cette sinistre affaire. Au banc de la défense se trouve un jeune avocat qui vient de faire brillamment parler de lui en défendant Madame Lafarge dans une affaire que je vous ai contée voici quelques semaines. La Chaux a convoqué 48 nouveaux témoins. 48 nouvelles personnes vont essayer de se souvenir d'événements qui se sont passés voici 27 mois. Parmi ces nouveaux témoins se trouve naturellement Marie Boudon, la femme de chambre, que l'on avait pu entendre précédemment. Et voici que la première audience s'ouvre sur un coup de théâtre. Les dames de Chambla et Marie Boudon ne se présenteront pas devant la cour. Le président donne lecture d'une lettre qu'il vient de recevoir, et où Madame de Marcellange déclare, je la cite, que brisées de douleur, craignant la calomnie et l'aveugle fureur de la populace, elles ont décidé de ne pas se présenter. Il est facile d'imaginer que Maître Lachaud n'est pas étranger à cette défection. Le seul moyen dont il dispose pour essayer de défendre son client, c'est de rejeter sur l'épouse et la belle-mère de la victime une part de responsabilité. Mais il aura du mal à le faire si ces deux personnes sont présentes à l'audience, si elles risquent d'être directement prises à partie par le tribunal. En leur absence, en revanche, il peut les charger tout à loisir. Eh bien, ce calcul ne lui réussit pas. Laisser planer le doute sur la complicité éventuelle des dames de Chambla, c'est avouer du même coup la culpabilité de Jacques Besson. Le 27 décembre 1842, à la suite de débats qui n'apportent rien de nouveau, Besson est condamné à mort pour la seconde fois. Ce sera d'ailleurs la bonne, car le 28 février 1843, il est exécuté au puits. Et les dames de Chambla? Eh bien, on n'en a plus jamais eu de nouvelles. On n'a jamais revu ni la mère, ni la fille, ni la femme de chambre. On peut espérer qu'elles se sont retirées en quelques lieux solitaires pour y méditer sur leur complaisance criminelle. On peut également espérer que la poussière du temps et peut-être quelques remords tardifs ont fini par avoir raison de cette folie de haine qui les a si longtemps tenues prisonnières. 135 ans plus tard, nous pouvons encore rêver sur cette haine.
Louis de Marcellange était un homme paisible, bien élevé. Qu'a-t-il pu faire pour susciter une telle violence, des sentiments aussi dévastateurs, pour conduire deux très grandes bourgeoises à un meurtre aussi vulgaire, aussi répugnant? Il est évident que le sentiment de mésalliance sur lequel on s'est beaucoup étendu constitue un mobile absurde. D'abord, parce que cette mésalliance, personne ne leur a imposé. Elles l'ont acceptée de fort bonne grâce quand Théodora cherchait un mari. Ensuite, et surtout parce que l'on n'efface pas la honte d'une mésalliance en endossant la culpabilité ou la complicité d'un assassinat. Il est certain qu'un autre élément a jeté ces femmes dans la folie et le désespoir, mais lequel? 19 mois d'instruction et 4 procès successifs n'ont pas pu le mettre en lumière. Il est raisonnable de supposer que nous ne le saurons jamais. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 17 ans, c'est une génération, mais ce n'est pas loin. En 1959, pourtant, il se passe en France, dans une campagne de la Sarthe, un drame digne du Moyen-Âge. En 1959, pendant ce temps, M. René Coty, président de la République, prend sa retraite au Havre. Il laisse la place au général de Gaulle et défile sur les Champs-Élysées à ses côtés. La Chine n'a que 600 millions d'individus, mais un bel avenir, Mao s'en occupe. Jacques Anquetil, enfant champion, se marie. Le pape Jean XXIII est élu. Nous vivons la première année du franc loup. L'Algérie est un sujet brûlant. On parle d'aller dans la Lune. Marilyn Monroe a inventé le monokini sur les calendriers américains. En 1959 aussi, c'est le premier congrès officiel des guérisseurs venus de tous les coins du monde. La presse et tous les photographes sont là, curieux de leur mystère. Et dans une campagne de la Sarthe, hors du monde, la cour d'assises écoute une sorcière envoûtée et un mage guérisseur. Étonnons-nous car c'est un dossier extraordinaire. Selon la formule consacrée, ignorons les lieux et les noms exacts. Cela ne change rien à l'exemplarité du dossier. Elle, nous l'appellerons Ada. Elle a 30 ans, c'est une paysanne, une forte femme dont les bras manient avec la même rudesse son marmot de 5 ans ou le veau malade qui gémit dans l'étable. C'est la deuxième bête qui meurt en quelques jours. Alors le regard en dessous, Ada discute avec le vétérinaire. On est maudit, c'est sûr. On n'a rien fait pour mériter ça. C'est pas juste. Bon, enfin, écoute, ne dites pas de bêtises. Faut désinfecter et isoler les autres bêtes. Allez, je lui ai fait une piqûre. C'est pas pour dire, mais vous êtes le 3e que je paie pour me dire la même chose. Qu'est-ce qu'elle a, cette bête? C'est difficile à dire. Il faut faire des analyses. Vous savez pas, alors? J'ai pas dit ça, madame. Nous saurons peut-être après les analyses, mais je ne peux pas faire de miracle pour l'instant. Je reviendrai la semaine prochaine. C'est pas la peine. Il va crever comme les autres. Allez, le bonjour. Vous dérangez pas. Ada n'est pas aimable, elle n'a pas le temps.
Entre le gosse, les bêtes malades et un mari sans muscles, elle a autre chose à faire. De toute façon, on ne lutte pas contre la fatalité. On est maudit, je te dis, Marcel. Ah, Marcel, le mari, est bien de cet avis. En 49, c'est le père, tué par un cheval emballé en plein labourage. Après ça, le fils, une maladie qu'on connaît pas. En quelques semaines, il était mort, à 20 ans. Et puis le beau-frère qui s'est suicidé. On n'a jamais su pourquoi. Ah ça oui, il l'a toujours dit, Marcel. Il est rentré dans une famille maudite. Pas étonnant que les bêtes crèvent l'une derrière l'autre. Marcel, ça peut plus durer. Demain, tu iras chercher le mage. Il nous dira de quoi il retourne. Marcel s'en est allé au petit matin avec la vieille fourgonnette chercher le mage François dans son antre, à 20 kilomètres. Il a fait la queue, au milieu des éclopés et des désespérés. Il s'est mêlé à la foule de ceux qui paient à l'aveuglette un baume mystérieux, une imposition des mains ou des incantations, de ceux qui espèrent guérir leur estomac, récupérer un mari perdu, obtenir le certificat d'études du gamin, se débarrasser de leur verrue ou de leur cancer en vrac. Il a expliqué, Marcel, comme il a pu. On est maudits chez nous. Les gens meurent, les bêtes aussi. Il y a quelque chose qui nous en veut. Combien ça coûte? Combien ça coûte, le mage verra ça plus tard, sur le tas. D'abord, il faut examiner les lieux. Je ne suis pas sorcier, je soigne, monsieur. Tout ce que je peux faire, c'est guérir vos bêtes. Pour le reste, on verra, je dirai sur place. Ça fera un déplacement, bien sûr, et puis, mes frais, vous comprenez. Pendant que je ne suis pas là, de pauvres gens souffrent et m'attendent. Enfin, je ne peux pas vous refuser cela. Il s'est levé, le mage, avec componction. Et debout, il avait encore l'air d'être assis. En effet, c'était un nain énorme, vieux, avec des yeux étranges, la seule chose mobile et vivante de ce corps informe. Marcel l'a aidé à se hisser dans la fourgonnette, mort de peur et de respect. En arrivant à la ferme, le mage organise son cérémonial. Ah, c'est important le cérémonial, hein. Sans cérémonial, il n'y a pas de mage. D'abord, il examine tout le monde sous le nez et en silence. Ada, son mari, son frère, le gamin. Rangés en cercle autour de lui, impressionnés, les patients respectent un garde-à-vous insolite. Enfin, le mage parle. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Appelez-moi maître. Qu'est-ce que vous voyez, maître? Des choses. Des choses troubles. Des forces mauvaises. Et là, il faut que je trouve. Il faut que je trouve sur qui ces forces se concentrent. Petit tour à nouveau sous le nez de chacun. Puis le mage plante résolument ses yeux dans ceux du mari. Voyons. Ne bougez pas. Non. Puis dans ceux du frère Étienne, 17 ans, apeuré. Regarde-moi. Il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Mais tu es victime. Ça n'est pas toi. Et puis dans ceux de l'enfant qui pleurniche. Voyons. Voyons, cet enfant, lui aussi est victime. Mais le sort n'est pas de lui. Alors il reste Ada. Ada. Le mage a tout de suite senti que c'était elle. Que c'était sur elle qu'il fallait jouer pour gagner à coup sûr. Elle est figée. Littéralement hypnotisée par ce gnome ridé qui tourne autour d'elle. Elle est prête à tout croire, à tout accepter, à tout subir. Ma fille, le mauvais sort est sur toi. Toi seul peux faire quelque chose. Tu sais d'où vient ce mauvais sort. Non, non, ne le dis pas. Mais il est en toi, tu le sens? Oui,
Il t'envahit, il est entré en toi il y a longtemps. Tu en ressens le poids, tu vois son visage. Non, ne dis pas qui c'est, mais tu vois son visage, n'est-ce pas? Oui, alors c'est bien. C'est à toi que je vais donner les ordres. Suis-moi et montre-moi tes bêtes malades. Comme un automate, Ada suit le mage jusqu'à l'étable. Devant la porte, il profère quelques mots incompréhensibles, il fait des gestes mystérieux, puis ordonne qu'on ouvre la porte. Ada ouvre la porte religieusement. Le mage se concentre. Il semble lutter contre des forces maléfiques sorties de l'étable. Encore quelques mots cabalistiques, un ou deux signes de croix, et il entre. Qu'on m'apporte une bassine. On la dépose au pied du maître. Ada, approche-toi, ma fille. Je vais te confier le grand secret du sel rouge. Et moi aussi, je vais vous le confier, ce grand secret du sel rouge. Et vous allez voir comme c'est bête. Bête et méchant. Bête, méchant et terriblement grave. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Du sel. N'importe quoi. Mais attention, du sel rouge, s'il vous plaît. Rouge parce que ça fait bien, ça impressionne le bon peuple. Alors le mage a sorti de sa valise une boîte de sel rouge. C'est du vulgaire sel gemme. On en trouve dans tous les gisements de Franche-Comté, il suffit de s'en procurer un bloc et de le concasser. Il y en a du jaune, du gris, du bleu, du vert ou du rouge. Le mage a choisi le rouge. Il le verse lentement dans la bassine et entreprend de le concasser. Quelques formules toujours incompréhensibles, mais le mage traduit aimablement. À présent, le sel rouge possède les 17 dons de Dieu. Je les possède moi-même, mais je ne puis les révéler. Tu vas le faire manger aux bêtes. Ensuite, tu donneras à chacun un petit sachet. Ils devront le porter sur eux en permanence, contre la peau, et ne jamais s'en séparer. Rappelle-toi bien, Ada. Tu dois en faire manger aux bêtes, de force si nécessaire. Toi, ton mari, ton frère, ton fils, vous le porterez sur vous. Mais ça va faire quoi? Je ne peux pas te le dire. Mais le sort s'en ira peut-être. Peut-être. Sinon je reviendrai. Il arrive que le mauvais sort résiste au sel rouge. Mais je reviendrai. Fais bien ce que je t'ai dit surtout. Et prends garde. Le sel rouge est dangereux. Il a des forces terribles qui lui viennent de Dieu. Et allez donc. Pourquoi pas Dieu dans tout ça? On ne risque rien. Ayant touché le prix élevé de son intervention, le mage regagne ses pénates. Une longue file de malheureux l'y attend avec impatience. Son temps est compté. À pleine main et au coucher du soleil, c'est recommandé, Ada enfourne le sel rouge dans la gueule du veau malade et dans celle des vaches. Opération délicate et difficile. Elle surveille elle-même le placement des petits sachets, qui sur la poitrine, qui dans le pantalon, et tout le monde va se coucher. La nuit est mauvaise. Dans son lit, le gamin s'agite. Il tourne et retourne son petit corps comme si le diable s'y trouvait. Ada ne dort pas. Elle ne peut pas dormir. Les yeux du mage la poursuivent, sa voix le hante. Le mauvais sort est sur toi. Tu connais son visage. Le mauvais sort est sur toi, tu connais son visage. Le mauvais sort est sur toi. Le petit sachet de sel rouge lui brûle la peau. La bassine magique emplie de sel rouge danse devant elle une sarabande infernale, et au milieu de la bassine un visage, celui du mauvais sort, un visage rouge grimaçant qui ricane. C'est celui de la voisine. C'est elle, la jeteuse de sorts, cette voisine qui ne les aime pas. Ada l'a toujours su, elle en est certaine à présent. Au petit matin, elle est en transe. Elle court voir les bêtes. Dans l'étable, 3 vaches amorphes et le veau qui gémit. Tout le corps de l'animal est parcouru de frissons. Il a les yeux fous. Les yeux d'une bête malade, tout simplement. Mais pour Ada, c'est un signe.
Le diable ne partira pas, il a résisté au sel rouge. Il ne partira pas à moins qu'elle, Ada, seule détentrice des ordres du mage, fasse quelque chose. Qui est Ada? Je vous l'ai dit, une robuste fermière de 30 ans, apparemment pas plus bête qu'une autre, pas plus folle que n'importe qui. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour que la pauvre fille se retrouve devant un tribunal d'assises accusée de meurtre? Comment vous expliquer, monsieur le juge, ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. J'ai pris une crise. Ça venait dans les jambes. Ça éclatait dans ma tête. C'était une force qui me prenait. Je sais pas. Mais d'où venait cette force? De la voisine? De celle qui nous aimait pas? Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai fait entrer tout le monde dans la maison. Je leur ai dit, faut se cacher sous les couvertures, et il faut manger du sel. Mais le mage, vous avez bien dit que c'était dangereux. Il l'a dit, mais j'étais plus moi-même. Et ensuite, j'ai forcé mon fils à en avaler une gorgée. Il pleurait. Il voulait pas. Il a craché tout. Il a eu la bouche brûlée, les lèvres aussi. J'ai pas réussi à lui faire tout manger. Alors après, j'ai essayé sur mon frère, Étienne. Lui non plus voulait pas. Je l'ai forcé. Il étouffait. Il est devenu bleu. Je me rendais pas compte que je lui appuyais la tête dans la bassine. J'appuyais. Je savais plus si je voulais qu'il avale ou qu'il recrache le sel rouge. J'y voyais plus. Mes mains appuyaient toutes seules, c'était pas moi. Je voulais pas le détruire, lui. Votre frère a eu le larynx écrasé contre le bord de la bassine métallique. Il était mort étouffé, et vous le teniez encore. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Non. C'est le sort, monsieur le juge. C'est le sort, c'est pas moi. C'est le sort. Il avait qu'à se défendre, il s'est pas défendu. Pourquoi? Pourquoi il s'est pas défendu? C'est fini. Ada n'a plus rien à dire. Elle n'entend même pas la déposition du mage cité comme témoin. Et oui, témoin seulement. Un témoin à qui le président s'adresse avec prudence, c'est qu'il n'est accusé de rien, le maître. Personne ne l'accuse, même pas l'accusée elle-même, puisque c'est le sort le responsable, elle en est convaincue. Monsieur François P., le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez joué un bien vilain rôle dans cette affaire. Le mage ne comprend pas. Il demande pardon au président, mais il est atteint d'une surdité qui l'empêche de suivre les débats convenablement. Mais que monsieur le président ne s'y trompe pas. Je ne suis pas sorcier. Je suis navré que la rumeur publique ait répandu ce bruit. Je ne suis que guérisseur. L'effet du sel rouge est indiscutable dans certains cas. Les bons résultats obtenus sur les animaux le prouvent. J'ai une liste d'attestations que je tiens à la disposition des jurés. Je ne comprends pas, j'avais prévenu cette femme. L'énorme nain vieux et difforme transpire à la barre des témoins, mais son audition sera courte. Il a pris la précaution de fournir à la cour un certificat médical précisant qu'il souffre depuis des années d'une incontinence de vessie. Et personne ne lui demandera pourquoi. Il n'a jamais pu se guérir lui-même. Et il s'en va. Il regagne ses pénates, où le flot des clients n'est même pas tari par le scandale, bien au contraire. Il s'en va, laissant derrière lui une femme à demi folle de chagrin et de terreur, qui parle de suicide, et qui fera 5 ans de prison d'abord. Il s'en va, le mage.
laissant derrière lui le cadavre d'un jeune homme de 17 ans, et pour faire bonne mesure, la mort d'une vieille dame, la mère de l'accusé, veuve, ayant perdu mari, fils aîné, gendre, fils cadet. Ada était la seule vivante de cette famille maudite. La veille du procès, la maman d'Ada est allée donner à manger aux poules. Et 10 minutes plus tard, elle s'est pendue dans le grenier, avec son tablier, son gilet de laine et son fichu sur la tête. Avec une épingle de nourrice, elle avait accroché un petit papier sur sa robe, une petite lettre écrite au crayon. Je suis lasse. J'ai connu trop d'épreuves. Il ne fallait pas me demander l'impossible. Je ne veux pas revoir ma fille devant les juges. Voilà ce qu'il a laissé derrière lui, le petit mage, témoin responsable de rien. Mais il était vieux. Il n'est plus. Les mauvais sorts ont toujours une fin, grâce au diable. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.